Pardon, excusez-moi, ça tourne. Ah, merde, pardon. Je prenais mon petit café tranquille bilou, je potassais un petit peu ce dont je vais vous parler tout à l'heure. Eh ben, bonjour à tous, bonjour, merci de me suivre dans ce 5e numéro de la Palanico. C'est un 5e numéro, ça se fête quand même. Merci de me suivre, merci de participer, parce que vous participez. Je vous avais fait participer la dernière fois à un sondage. Vous deviez voter pour 3 titres, pour un des 3 titres que vous vouliez me faire lire. Il y avait, il me semble, Savage, il y avait aussi Caliban, et puis Petrograd. Un petit bijou, un petit truc sur la Russie de Rasputin et du Tsar Nicolas II. Allez, maintenant je vous propose de découvrir le titre qui est sorti vainqueur du sondage. Allez, c'est parti! Je dois dire que ce sondage a été très serré jusqu'au bout. Le titre que vous m'avez fait lire ce mois-ci est arrivé en tête d'une courte avance, 1 ou 2 voix, et il s'agit de Savage de Pat Mills et Charlie Adler. Pat Mills et Charlie Adler qu'on ne présente plus, ou presque. Pat Mills a scénarisé notamment Marshall Law, que je vous avais fait... que je vous avais proposé dans ma palle il y a quelques semaines de cela, et Charlie Adler. On ne présente plus les dessins en noir et blanc de Charlie Adler sur Walking Dead en particulier, et ici il fait du Charlie Adler avec Savage. Savage, qu'est-ce que c'est? Alors avant de vous en parler, quand j'ai acheté Savage et que j'en ai fait part un peu de ci de là sur les réseaux sociaux, on me l'a vendu, certains d'entre vous me l'ont vendu comme étant le Punisher de l'indé, des éditions indépendantes. Alors clairement c'est ça, hein. On peut dire que en gros, Savage, c'est une sorte de Punisher des indés. Mais ce n'est pas que ça. C'est vraiment beaucoup plus profond que ça. Effectivement, il y a des similitudes, parce que, comme Frank Castle, Bill Savage va vouloir venger la mort tragique de sa femme et de ses enfants. La seule différence, c'est que d'un côté, on a un Frank Castle qui agit en solo, qui est clairement hors la loi, hein, parce qu'il vit dans une société qui ressemble beaucoup à la nôtre. Ce n'est pas du tout... On est dans un contexte assez réaliste. Il sévit dans une ville américaine. Il va s'ériger contre les gangs, contre la mafia de cette région-là. Il va essayer de l'éradiquer. Il va utiliser des méthodes pour le moins très illégales, des méthodes expéditives. C'est un ancien militaire, donc il va utiliser un petit peu tout son savoir-faire militaire qu'il a acquis tout au long de ses missions. Et donc il agit en solo. Il va même réussir à se mettre à dos les autorités, la police. La comparaison, elle va s'arrêter très rapidement, puisque Bill Savage, lui, effectivement, il va se venger. Sauf que lui, il gravite dans une société uchronique. Effectivement, Savage, c'est un récit uchronique qui va prendre place en Angleterre au début du 21e siècle. On est en 2004, à la fin de l'année 2004. Ici, donc, Pat Mills nous le rappelle à chaque début de chapitre. Il y a 3 chapitres. À chaque début de ces 3 chapitres, Pat Mills va nous rappeler que nous sommes dans une autre Angleterre, dans un autre 2004. Je trouve, cette formule, elle est excellente, parce que il le dit clairement. Il dit, dès la première page du comics, on est dans une uchronie, dans une histoire totalement uchronique, qui va réécrire l'histoire, pour le coup. C'est ça, l'uchronie. Et je dois dire que les 3 premières planches nous donnent le ton, nous mettent carrément dans l'ambiance, parce que on a 3 planches. 3 planches, une explosion, 6 morts, dont Bill Savage. Oui, le petit bonhomme. Au bout de 3 planches, Bill Savage meurt. Qu'est-ce que c'est donc Savage? Savage, comme je vous l'ai dit, c'est une uchronie, ça prend place dans l'Angleterre du début du XXIe siècle, dans une réalité alternative, qui est gouvernée par un gouvernement fasciste qui est contrôlé, manipulé à distance par une faction fasciste de la Russie, une faction fasciste russe qui s'appelle les Volgan, qui a détrôné, qui a fait tomber le pouvoir de Gorbatchev au début des années 90, et qui a pris l'ascendant, qui a pris le contrôle de la Russie, et petit à petit va prendre le contrôle de l'Asie et de l'Europe. L'Angleterre, pourquoi? Pourquoi l'Angleterre? En fait, il s'avère que dans ce laps de temps, les Volgans vont découvrir que l'Angleterre regorge de ressources pétrolières inouïes, gigantesques. Et donc forcément, comme vous pouvez le penser, ils vont envahir l'Angleterre, ils vont réussir, c'est une sorte de blitzkrieg à la russe,
Vraiment, la Ruskov, ils vont dégommer les Anglais au bout de 8 heures. Ça va s'appeler la guerre de 8 heures. Une espèce de guerre nucléaire éclair où les Anglais vont vite capituler. On est tout de suite dans l'ambiance, on est dans un contexte de guerre, on est dans un contexte de résistance. C'est là justement où on peut établir une grosse différence entre Frank Castle, le Punisher, et Bill Savage, parce que Bill Savage, lui, il va pas... même s'il a un côté solitaire, il a un côté taciturne, qui est très intéressant d'ailleurs, Bill Savage, lui, il va s'inscrire dans une résistance dont il va devenir le symbole à abattre par les Volgans, par le pouvoir en place. Il va avoir aussi une espèce d'étiquette de justicier, de résistant clandestin, une espèce de militaire aussi, parce qu'il a utilisé forcément la force armée, la force militaire. Il va aussi s'approprier des armes des ennemis, des armes de ceux qui ont le pouvoir. Et donc on pose vraiment l'histoire ici comme ça. C'est vraiment quelque chose de... On a un poids déjà, rien que par rapport à ça. 3 planches, une explosion, 6 morts. Et ensuite, par rapport à ça, on a toute l'histoire, très rapidement, de pourquoi on en est arrivé là. Les Volgans, ils sont arrivés là, ils ont quasiment rencontré aucune résistance. On a en face, le côté de l'Atlantique, les USA, les États-Unis, qui ne veulent pas intervenir, qui appliquent une espèce de doctrine Monroe uchronique, encore une fois. La doctrine Monroe, qu'est-ce que c'est? C'est quelque part une politique isolationniste qui avait été mise en place au début du XIXe siècle par les Américains pour protéger en fait les intérêts des États-Unis, mais aussi de l'Amérique, du continent américain. Et cette doctrine Monroe, cet isolationnisme, il va avoir lieu jusqu'au milieu de la Première Guerre mondiale, quand les États-Unis vont intervenir en 1917, et ensuite ils vont retomber dans l'isolationnisme jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, pour ne plus jamais y re-rentrer. Ils vont ne faire que de l'interventionnisme, on le voit encore aujourd'hui, on l'a vu en fait depuis les années 2000, le début des années 2000 c'est clairement ça. Là on est en 2004, et là les Américains vont opposer la doctrine Monroe, nous n'intervenons pas, donc nous ne nous mêlons pas des affaires des Anglais, les Anglais se débrouillent avec les fascistes. Ok. En face de ça, forcément, on a la résistance qui va s'organiser de fort belle manière, avec un Bill Savage qui n'est pas forcément le chef de la résistance, hein. Il est un membre de la résistance, mais il n'est pas le chef de la résistance. Et là, on va avoir franchement, quasiment à toutes les planches, sur toutes les planches, on va avoir des explosions, des morts, des assassinats. Et c'est prenant parce que vous allez dire, ouais, c'est un gros blockbuster, c'est un truc d'action. Et ben moi, je vais vous dire non. Je vais vous dire non, mes petits pépères, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. On n'a pas des individualités, des personnages qui ressortent, en fait. Même si Bill Savage est le héros de l'histoire, on a plutôt des factions qui s'opposent. Les résistants face aux fascistes, les résistants face au gouvernement anglais. Et donc, on a des groupes. Vraiment, chaque individualité va se fondre dans un groupe, et Bill Savage fait partie justement de ça, et c'est la raison pour laquelle aussi il n'y a pas forcément d'ennemis individuels identifiés, même si on a la présence d'un colonel du gouvernement américain, même si on a la présence d'un colonel du gouvernement britannique, on a aussi une des chefs des services secrets Volgans, mais ça s'arrête là. C'est pas eux qui vont prendre le dessus. On a vraiment les services secrets Volgans et puis le gouvernement britannique qui vont s'opposer à la résistance pour l'éteindre, pour l'étouffer. Bill Savage, particularité, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était mort dans un attentat kamikaze au bout de 3 planches. Le doute est permis tout au long du comics. Pat Mills, il va nous instiller un doute tout au long du comics en nous faisant croire que Bill Savage est pas vraiment mort, qu'il a pris les traits de son frère, Jack Savage, mais en fait on sait pas si Jack Savage c'est vraiment Bill Savage ou c'est vraiment Jack Savage. Franchement, c'est pas ça l'important. Il faut le savoir, c'est pas du spoil, parce qu'en fait ça apparaît dès le début du comics. C'est vraiment ça le point de départ, un des points de départ, c'est la question de savoir est-ce que c'est vraiment Bill Savage qui est mort? Si c'est pas lui, il faut le retrouver à coûte que coûte. Et tout au long du comics, on va avoir cette trame de fond aussi, en fait, qui va venir se greffer à la trame principale, où en fait les gouvernements anglais et les Volgans vont vouloir mettre la main sur Bill Savage parce qu'ils sont persuadés qu'il n'est pas mort. On a vraiment ici affaire à un comics typique de tout ce que je peux aimer en termes d'histoire, d'intrigue, et puis l'Uchronie. L'Uchronie, c'est vraiment un genre littéraire et artistique que je kiffe au plus haut point. Pour moi, c'est quelque chose qui est nécessaire dans notre société. L'Uchronie. Pensez à ce qui aurait pu advenir pour ne pas que ça se répète. Je sais pas si je suis clair. Par exemple, l'Uchronie la plus célèbre, c'est de faire gagner les nazis. Je pense à Le Maître du Château de Philippe K. Dick, qui a été
qui a été adapté à la télé en série par Amazon Prime, d'une super belle manière, l'Uchronie, où on voit les Japonais et les Allemands qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale et qui se partagent le monde, les États-Unis en particulier, et le monde en général. Et j'adore, parce que on a une réflexion sur ce que ça aurait pu devenir, et ce qu'il faut éviter à tout prix. Faut pas que ça recommence. On le vit encore en ce moment. On voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit ce qui se passe en ce moment au Brésil, pour ne citer que ces pays-là. La Russie aussi, avec Poutine. On n'a pas envie que ça recommence. Et l'Uchronie, je trouve, sert à ça. L'Uchronie, elle a une utilité pédagogique, une utilité sociétale, une utilité de survie. Voilà, c'est vraiment un bouquin qui m'a, en tout cas, Savage m'a marqué. Surtout, on a parlé du scénar de Pat Mills. Pat Mills, il est génial, je trouve. Il a le coup de génie de nous faire penser tout au long du comics que on sait pas qui est vraiment le personnage principal, si c'est Bill ou si c'est Jack, son frère. Mais face à Pat Mills, on a un Charlie Adler qui nous fait du Charlie Adler avec des dessins, des noirs et blancs qui sont... moi, ce que j'ai toujours aimé dans ces dessins, c'est que ces dessins, on a un certain côté statique des dessins de Charlie Adler qui nous permettent de contempler en fait la psychologie des personnages et la psychologie de la situation, de contempler, de regarder, d'avoir le temps. Les mouvements, on a l'impression qu'ils sont moins découpés, moins dynamiques comme on peut le rencontrer ailleurs dans d'autres comics ou dans d'autres bandes dessinées ou au cinéma. On a vraiment quelque chose de très posé, très latent. Chaque case est bien pesée. Le contraste entre le noir et le blanc est vraiment fantastique. Parfois même ça porte à confusion, parce que quand on a des retours en arrière, des flashbacks, des souvenirs des personnages, ou quand justement l'intrigue, le narrateur nous relate quelque chose du passé, et qu'on va avoir l'image de ce qu'il relate, ouais, des fois on peut confondre, on n'arrive pas à bien faire la différence entre le présent de l'intrigue et le passé. On a vraiment un dessin qui est chiadé, qui est super, on a un dessin typique, on a un dessin aussi où Charlie Adler il va utiliser deux choses. Il va différencier ses caractères, ses personnages, physiquement, mais quand même, par son trait, par la forme du visage, on va avoir une confusion, non seulement entre Jack et Bill, les deux frangins, avec Tom aussi, on a un troisième frère qui apparaît, qui a une importance aussi, parce que lui, il va évoluer dans une zone secondaire, il va évoluer vraiment positivement, c'est très intéressant, je vous invite à lire ce titre pour vraiment découvrir ces différentes évolutions. Mais vraiment, on a cette confusion qui évolue, qui est liée au scénar, forcément, où on a Pat Mills qui nous dit « Attention, c'est peut-être pas Savage, c'est pas Jack Savage », et Charlie Adler, lui, il va s'engouffrer là-dedans, quoi. Il adore, il kiffe ça. Et le noir et blanc est au service de ça, de la psychologie, au service de la contemplation, comme je disais tout à l'heure, d'une psychologie de case, d'une psychologie de situation, d'une tension qu'il peut y avoir, justement. Et puis, on a des gros plans sur les personnages, avec des punchlines que Pat Mills il va distiller petit à petit, qui nous font penser à tous les films d'action que nous chérissons, mes potes et moi, de ma génération, les Schwarzenegger, les Stallone, les Bruce Willis, avec des punchlines qui détonnent, et ça, c'est super bon. Alors, vous l'aurez compris, ce titre, je l'ai aimé, même si j'ai eu du mal à entrer dans ce bouquin, c'est-à-dire que j'ai commencé à lire les 40-50 premières pages, et je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à saisir un peu où vous voulez m'emmener Pat Mills. Donc j'ai posé le bouquin, je suis attendu à peu près une semaine, 10 jours à m'en remettre, et je l'ai fini quelques temps avant de tourner cette palle. Et je l'ai fini quasiment d'une traite. Je crois que j'ai mis 2 soirs au lit, au pieu, à le finir. Il y a 3 chapitres, il y a à peu près 200 pages. On a un format qui est joli, un beau format bien gros, qui ressemble un peu au format des Black Label du Joker Killer Smile ou du Batman Damned ou du Harleen chez DC en Black Label. Un format qui est presque carré, qui est beau, je trouve, qui est bien fait. Donc dès le coup, ils ont bien chiadé leur truc. C'est vraiment top. Donc je vous conseille vraiment de vous jeter sur ce titre. N'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est le Punisher des Indés, même si moi je vous l'ai dit, mais c'est comme ça qu'on me l'a vendu. C'est tout autre chose, c'est bien plus que ça, bien plus profond. Et franchement, ça aurait été tellement trop facile de la part de Pat Mills et Charlie Adler de faire un Punisher à leur sauce que moi j'ai eu peur que ce soit ça, et c'est pas du tout le cas. Je vous invite à le lire. Mon Dieu, vous allez m'en dire de nouvelles. Et maintenant, je vous propose de passer aux 3 prochains titres qui vont me permettre d'atomiser ma balle. Et dans cette 5e palle, les 3 titres que je vous propose
de me faire lire, c'est du 100% de Joker. On a 3 titres qui tournent autour de Joker. On a le premier titre, c'est L'Homme qui rit, de Ed Brubaker et Doug Mahnke, je sais pas comment on dit, Doug Mahnke. L'Homme qui rit, c'est vraiment un titre qui va s'inscrire dans la mouvance de Batman année 1 et aussi dans celle de Gotham Central. Gotham Central, sur le titre sur lequel Ed Brubaker a bossé avec Greg Rucka, etc. Donc on est dans une droite ligne de ce qu'a pu faire Frank Miller et David Mazzucchelli avec Batman année 1, pardon. Et Gotham Central avec ce qu'a pu faire Ed Brubaker déjà et Greg Rucka, donc c'est quelque chose qui va forcément me plaire et forcément vous plaire. À savoir que, particularité, c'est que moi j'ai le titre grâce à la collection La Légende de Batman chez Eagle Moss. Donc on a le titre qui est accompagné du Killing Joke, parce qu'effectivement l'homme qui rit aussi s'inscrit dans cette mouvance du Killing Joke d'Alan Moore et Brian Bolland. Je l'ai en couleur et je l'ai aussi en noir et blanc. J'ai la version de l'année dernière du Batman Day 2019 en noir et blanc. Donc je pense que je vous mets au défi de si jamais ce titre sort vainqueur du sondage, je vous mets au défi, je vais lire les deux en noir et blanc et en couleur, parce qu'il y a des choses à dire sur et la couleur et le noir et blanc. Je pense 2 histoires différentes peuvent ressortir des choses différentes, des choses qui se complètent vraiment. Le deuxième titre, c'est un titre qui tourne autour de Joker un peu moins directement, c'est Harley Quinn, Breaking Glass. On se dit sur Urban League, dans la collection Urban Link chez Urban Comics. C'est un titre de Mariko Tamaki et Steve Pugh. Alors ce sont 2 auteurs que je ne connais pas, vraiment. Alors quand on regarde le dessin, vous pouvez voir que on a un dessin super atypique, un dessin que je kiffe, un dessin qui me fait penser à une adaptation de la couleur à l'émotion qui se dégage de la planche. On a cette impression-là, comme si on avait des spots de différentes couleurs qui vont jouer avec les émotions selon ce qui se dégage des personnages et des situations. On suit forcément Harley Quinn, qui est Arline, adolescente, qui va être prise en charge suite au décès de sa grand-mère par une famille de drag queen. Voilà, je vous laisse un peu deviner ce qui peut se passer de démentiel. Elle va rencontrer 2 personnages qui vont être importants pour la suite de sa vie, la suite de sa carrière, Poison Ivy et le Joker. Elle va être branle-ballée, elle va être contrebalancée entre la folie du Joker, est-ce qu'il faut y adhérer, et le côté pacifique de Poison Ivy qui veut sauver la planète, tout ce qui est vert et qui ressemble à peu près à une plante. Donc voilà pour le deuxième titre. Et le troisième titre, et non les moindres, c'est Joker Killer Smile de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Vous connaissez mon amour pour ce duo de choc, Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. J'ai acheté ce titre au moment où il est sorti, au moment du Batman Day, Joker Killer Smile. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai un peu feuilleté, j'avais lu quelques planches au préalable. Je pense que ça peut me plaire. On ne présente plus Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Vraiment, ce sont un duo de choc, un duo du tonnerre. Ici, dans ce titre, on suit le psy du Joker qui veut à tout prix le guérir et qui, malgré lui, va tomber en fait dans les travers du Joker, va pas s'identifier, mais va révéler une psyché sombre et pleine de folie. Et alors moi j'imagine que la question qu'ont voulu se poser les auteurs Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, c'est chacun d'entre nous peut-être regorge d'une énorme folie en lui, que la société dans laquelle on vit retient coûte que coûte, et qui peut sortir à tout moment, au moindre petit écart, la moindre petite étincelle, au moindre petit grain de sable. Et c'est ça qui me plaît dans ce genre d'histoire, c'est que c'est plus que du comics de super-héros, c'est plus que du comics, c'est plus que de la bande dessinée aussi, c'est quelque chose qui amène à réfléchir sur le monde dans lequel on vit, ce qui amène à réfléchir sur nous-mêmes, sur les choses qu'on perçoit, sur la perception préétablie. Et ça, c'est quelque chose que j'inculque de toute façon à mes élèves en tant qu'enseignant. J'essaie d'inculquer ce recul qu'on peut avoir sur nous-mêmes, qu'on doit avoir sur nous-mêmes. Et je pense que les 3 titres que je vous propose aujourd'hui dans la palle, L'Homme qui rit, Harley Quinn, Breaking Glass et Joker Killer Smile, tous 3 participent justement de ça, de ce recul qu'on doit avoir sur nous-mêmes et de pas trop tirer de conclusions hâtives trop facilement. Voilà cette petite note philosophique, psychologique, un peu sérieuse. Je vous remercie de m'avoir suivi. On arrive à la fin de cette vidéo. Je suis content encore une fois de partager avec vous toutes ces choses qui me tiennent à cœur. En fait, ce monde-là, de la bande dessinée, du comics, ou même du manga plus largement, c'est un monde qui mérite d'être connu, qui mérite d'être approfondi, qui mérite
qu'on en parle, et c'est ce qu'on fait avec l'ami Jules depuis bientôt 2 ans. Ça va arriver là, ça va faire 2 ans qu'on fait ça tous les deux. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, et surtout n'oubliez pas que l'important c'est d'atomiser ma balle. Allez, bisous.